Voici 4 éléments qu'on retrouve dans un salon d'emploi lorsqu'on est un employeur ou un recruteur. Avoir un kiosque, remettre des objets promotionnels, rencontrer des candidats et rappeler ces candidats intéressants une fois que vous êtes de retour en entreprise. Vous vous reconnaissez dans ce plan? Probablement. En fait, un salon virtuel d'emploi, ça reste un salon d'emploi. En tant qu'employeur ou recruteur, on se fixe des objectifs en participant à ce type d'événement, qu'ils soient en ligne ou en présentiel. Donc, vu le contexte du nouvel environnement virtuel cette année, la foire de l'emploi a changé, elle se vit différemment, donc derrière un écran. C'est ce dont je vous parle dans cette vidéo, l'occasion pour vous aussi de faire des changements à votre stratégie vu l'événement de la foire d'emploi. Mon nom est Pamela Audet, je suis conseillère aux entreprises et en emploi pour Gîtes Services Conseil en emploi. Et dans ce qui suit, je vous guide avec 10 conseils pour optimiser votre recrutement dans un salon virtuel d'emploi. Donc, mon premier conseil au niveau de l'optimisation de votre recrutement dans un salon virtuel d'emploi est tout d'abord de distinguer les types de chercheurs d'emploi. Qu'est-ce que ça veut dire, distinguer les types de chercheurs d'emploi? Évidemment, c'est intéressant de se pencher sur vos futurs interlocuteurs, les gens qui seront présents, les types de personnes que vous allez rencontrer au niveau de la foire d'emploi. Donc, vous voyez à l'écran, en fait, je vous présente certaines statistiques et évidemment 3 types de chercheurs. 3 types de chercheurs d'emploi, en fait, qui, tout d'abord, on peut remarquer un chercheur actif. Donc, un chercheur actif représente de 4 à 9 de la population, je dirais, des chercheurs d'emploi. Donc, un chercheur actif, c'est quelqu'un qui est très, très présent sur les réseaux sociaux. C'est quelqu'un qui va envoyer des candidatures très souvent. Donc, à temps plein, je dirais, fait de la recherche d'emploi. Donc, et évidemment, là, fait des démarches en ce sens. Donc, on remarque que ces chercheurs qui sont actifs sont peu nombreux, donc de 4 à 9 Généralement, c'est des gens qu'on va retrouver à la foire de l'emploi. C'est des gens qui vont être présents parce qu'ils savent saisir les opportunités là, au niveau des possibilités d'emploi. Le deuxième type qu'on va retrouver, donc, c'est les opportunistes actifs. Donc, de 35 à 40 on les retrouve. Donc, c'est des gens qui sont présents sur les réseaux sociaux, qui ont une certaine ouverture, ils sont à l'affût d'une opportunité intéressante, mais ne sont pas pressés. Donc, dans le sens qu'ils sont un peu en mode exploration, en mode si ça se présente à moi, je suis content, je vais prendre l'opportunité. Donc, évidemment, ils ne sont pas à être proactifs, mais plus à avoir l'œil ouvert. Évidemment, là, parfois, on parle que tout le monde est heureux au travail, tout le monde, chercheur d'emploi ou travailleur, on a toujours une petite oreille ou un œil ouvert pour les opportunités. Donc, généralement, ça compte comme un opportuniste actif. Donc, généralement, 35 à 40 de ces chercheurs d'emploi. Et finalement, le troisième type, les occasionnistes passifs, on va retrouver à 40 à 50 ces gens qui sont curieux. OK? Donc, on le sait, un occasionniste passif, c'est quelqu'un qui va définitivement pas chercher. Il va être davantage dans qu'est-ce qu'on m'offre ou d'être très sélectif. Donc, à la limite, être plus dans la discussion puis évaluer les options. Donc, évidemment, les occasionnistes passifs sont assez nombreux aussi. Pourquoi je vous présente les types de chercheurs d'emploi? Bien, pour faire une certaine prise de conscience. Donc, parfois, on parle de
pénurie de main-d'œuvre. On parle que justement, les chercheurs d'emploi se font peut-être plus rares, mais peut-être c'est important de se pencher sur les types pour permettre de comprendre que majoritairement, les chercheurs actifs, ben, ils ne sont pas si nombreux que ça. Et donc, la plupart des candidats sont à attirer. Donc, il faut être proactif, il faut être convaincant, être attractif d'une certaine façon. Donc, c'est ce que je veux vous montrer par les types de chercheurs d'emploi. Très important de pouvoir s'adresser aux gens en connaissant un peu là, leur type de chercheurs ou encore leurs intérêts et finalement leur présence, tout simplement. Mon deuxième conseil, comme tout événement, j'en parlais en début de présentation, c'est important d'avoir des objectifs. C'est important de savoir pour quelles raisons vous êtes présent à la Foire de l'emploi. Donc, déterminez clairement vos objectifs. Donc, ça passe par un plan de match, évidemment. Donc, la Foire de l'emploi est destinée à pouvoir rencontrer des chercheurs d'emploi, oui. Par contre, ce serait bien de définir les profils que vous recherchez, d'avoir ça clair, d'avoir des définitions, de s'approprier justement le type de chercheur que l'on veut attirer. Parce que généralement, si on connaît les profils, on va être en mesure de pouvoir leur donner les informations nécessaires, puis aussi les avantages de venir travailler chez nous. Donc, préparer des bonnes questions aussi à poser aux candidats que l'on recherche sur les profils bien ciblés. C'est important de rentrer dans le vif du sujet assez rapidement au niveau des objectifs, puis de dire clairement aux chercheurs d'emploi, aux visiteurs qui viennent vous voir, les certains critères auxquels vous tenez et les critères qui sont pour vous primordiaux. Donc, évidemment, pour vos objectifs, c'est vraiment de vous faire un plan. Si vous êtes plusieurs à avoir le kiosque à la Foire de l'emploi, simplement de pouvoir déterminer en équipe et voir les objectifs, qu'ils soient communs et tous bien compris pour véhiculer le même message au niveau de votre entreprise et justement pouvoir atteindre certains de vos objectifs, peut-être pas tous, mais définitivement être efficace dans votre présence au niveau du salon. Mon troisième conseil, donc, affichez votre marque employeur. Peut-être que je ne vous apprends rien en vous disant la marque employeur. Pour certains, c'est peut-être de la nouveauté. Donc, ce qu'on entend par la marque employeur, c'est évidemment de pouvoir vous démarquer, puis vous faire connaître de cette façon par les chercheurs d'emploi, les gens qui vont vous visiter. Donc, évidemment, se démarquer par ses qualités et non pas par les stylos promotionnels qu'on va donner. Donc, bien souvent, c'est de pouvoir afficher nos couleurs, notre vision, nos valeurs, les avantages de venir travailler chez vous. Donc, certains candidats vont avoir fait leur recherche sur vous, que ce soit sur vos réseaux sociaux, sur votre site web, vraiment l'information qui est disponible sur votre entreprise. Évidemment, le but, c'est que vous ayez une visibilité. Évidemment, là, quand on est sur une liste, mais qu'on n'est pas connu, on est une petite, moyenne entreprise, évidemment, il faut mettre sa bannière, mettre un slogan, attirer un peu pour voir votre personnalité en tant qu'entreprise. C'est dans le but de maximiser votre attraction, un certain argumentaire de séduction. Donc, il faut avoir le goût de se diriger vers votre kiosque. Des fois aussi de parler de votre culture d'entreprise, connaître puis mousser la vitalité de votre entreprise. Évidemment, la marque employeur, c'est assez différent, ça peut se traduire de différentes façons. Pour le salon virtuel d'emploi, je vous dirais que ça se résume à vos couleurs, vos slogans, évidemment de pouvoir mettre l'emphase sur toutes les catégories que vous pouvez remplir sur cette plateforme, que ce soit vu professionnellement et qu'on puisse avoir
une belle image de votre entreprise avec vos couleurs et puis votre personnalité. Mon quatrième conseil, donc, créer une expérience candidat à votre kiosque. Donc, pour certaines personnes, une expérience candidat, c'est peut-être une nouveauté. Pour d'autres, c'est quelque chose de bien connu. Simplement pour vous dire qu'une définition d'une expérience candidat, ce sont les impressions, les sentis quand on entre en relation avec l'entreprise. Et donc, ça passe par plusieurs éléments positifs, plusieurs éléments qui sont facilitants pour le chercheur d'emploi. Donc, évidemment, l'expérience candidat est très importante, surtout qu'elle est faite en virtuel, donc en ligne. Évidemment, c'est de pouvoir lui faciliter l'accès à comment postuler, maximiser les liens virtuels, les sources, les références, les éléments importants. Évidemment, se mettre à la place du candidat. Donc, si vous arriviez à un kiosque, qu'est-ce que vous aimeriez savoir? Et évidemment, être bien orienté rapidement et facilement. Être répondu aussi, évidemment, dans un délai raisonnable et un délai court. Donc, l'expérience candidat doit être positive et évidemment, une première impression est si vite faite. Donc, il faut effectivement préparer cette expérience candidat au kiosque. Autant que l'expérience peut être positive qu'elle peut être négative, on voit ici à l'écran que je vous présente un tableau qui, d'un côté, vous avez l'expérience candidat positive et l'expérience candidat négative. Donc, les gens vont retenir l'information de différentes façons, qu'elle soit dans le plus ou dans le moins. On peut voir en fait le pourcentage le plus parlant, je crois, c'est celui dont on parle ici. Donc, 82 partagent leur expérience avec leur entourage versus 65 partagent leur expérience avec leur entourage. Donc, qu'elle soit positive ou négative, on en parle et ça fait des vagues. Ça peut faire aussi boule de neige. Donc, évidemment, au niveau de l'expérience, c'est important de s'y pencher et de s'y attarder. Autant que pour vous, le chercheur d'emploi, une première impression, c'est la même chose de votre côté. Donc, il faut s'assurer qu'on a un accueil, une discussion intéressante. Si le candidat ne reste pas dans votre kiosque, il va probablement en parler à ses pairs. Ils ont plus tendance au référencement. Donc, évidemment, partagez ça sur les réseaux sociaux ou encore consommer vos produits, vos services et encourager activement d'autres à postuler chez vous. Donc, c'est ce qu'on veut dire par créer une expérience candidat au kiosque. Autant, je vous parlais du positif, l'expérience négative peut se traduire à ne pas prendre de CV, pas prendre le temps de discuter avec la personne. Souvent, les chercheurs vont vouloir avoir un nom pour effectuer un suivi lorsque la foire sera terminée. Également, ça peut être un kiosque qui n'est pas occupé ou justement qui n'a pas d'heure de retour, donc on se frappe à une porte fermée. Donc, et ça peut passer par ces petits détails qu'on peut prévoir et qu'on peut mettre certainement des stratégies pour les éviter. Alors, à ce moment-là, je vous dirais, l'expérience candidat fait aussi partie de votre optimisation de recrutement. Mon cinquième conseil, soyez ouvert aux candidats. Donc, être ouvert aux candidats, ça passe par les mettre confortables, faire une discussion plutôt qu'une entrevue avec eux. Donc, un échange informel, évidemment, va vous permettre d'avoir accès à plus d'informations sur le candidat, son savoir-être, son type de personnalité. Donc, évidemment, parfois, on a l'impression de peut-être perdre notre temps ou d'être inconfortable dans la discussion plus informelle, mais je vous dirais que la façon de discuter est plus riche en termes d'informations, même si ce ne sont pas des profils que vous auriez peut-être sélectionnés de prime abord. C'est important de ne pas juger
trop vite. Donc, la fameuse première impression, il faut se dire que pour certaines personnes, ça va être une première expérience en ligne, surtout dans une foire d'emploi, un salon virtuel d'emploi. Donc, évidemment, ce n'est pas tous les candidats qui sont à l'aise avec la communication écrite ou justement la visioconférence. Il faut se dire que, évidemment, les candidats vont être la plupart préparés, avoir un CV au bout des doigts, prendre le temps de regarder ce CV-là avec ces gens-là pour avoir un aperçu de leur profil et évidemment voir peut-être le parcours atypique, puis avoir une idée plus large du candidat que nécessairement simplement son cursus. Donc, mes clients m'ont souvent rapporté la qualité des échanges, le fait que les employeurs se souciaient vraiment d'eux, qu'il y avait une discussion et qui parlaient d'objectifs professionnels, des intérêts, des besoins au niveau là, de ce que le chercheur pouvait avoir envie. Donc, nécessairement, je crois que d'être ouvert aux candidats et à tous les candidats, ça peut être quelque chose de gagnant et quelque chose de riche pour peut-être le futur aussi, peut-être pas pour l'immédiat, mais éventuellement pour des profils ou des postes qui pourraient s'ouvrir dans votre entreprise sous peu. Mon sixième conseil, donc, ayez une personne dynamique et communicatrice à votre kiosque. Ce que j'entends par là, c'est oui, vous êtes peut-être la personne responsable de l'embauche, mais si vous n'êtes pas à l'aise dans le rôle de la discussion, mieux vaut trouver des solutions. Donc, évidemment, je parlais tantôt d'une bonne impression qui est payante pour la suite, qui est payante pour, évidemment, attirer, pour, évidemment, se faire une belle image positive. Je crois que le clavardage, évidemment, quand vous entrez en communication avec les gens, on peut préparer facilement des formules d'accueil chaleureuses, originales. Évidemment, d'avoir une personne qui est à l'aise avec justement connaître tous les détails des offres d'emploi, des profils que l'on recherche et essayer davantage d'être dynamique et communicatrice. C'est important, visiblement, on est derrière un écran, on le sait tous. Donc, c'est un défi, mais je vous dirais que c'est intéressant d'arriver, de voir quelqu'un avec le sourire, quelqu'un qui est prêt à nous parler, qui est prêt aussi à discuter. Donc, évidemment, le sourire en ligne se traduit de différentes façons et l'accueil aussi. Vous pouvez y réfléchir d'une façon très créative. Donc, je vous invite quand même à y penser effectivement pour le dynamisme et la communication efficace. Mon septième conseil, soyez prêt à poser des questions, mais à répondre à des questions. Donc, on s'assure que la personne qui représente votre entreprise, évidemment, est au courant de ce qui est attendu d'elle, qu'elle a les informations sur les demandes d'offres d'emploi, sur les postes offerts, les conditions de travail, que ce soit quelqu'un qui soit bien informé pour pouvoir justement divulguer l'information, la bonne information et évidemment là, pouvoir renseigner les différents chercheurs d'emploi, les visiteurs qui seront au kiosque. En fait, on est tellement habitué d'être dans la peau du recruteur, de l'employeur, de poser les questions, de faire une entrevue ou du moins d'aller dans une discussion professionnelle, aller voir si le candidat va être un bon fit pour notre entreprise, pour vérifier ses compétences, ses qualifications et évidemment discuter de son profil. Sur quoi je veux aussi vous donner un truc, c'est probablement de laisser la chance au candidat de poser ses questions. Donc, de lui dire, évidemment, s'il y a des interrogations sur le type, le type de processus d'embauche. Évidemment, c'est quoi les avantages de travailler chez vous?
Une journée type dans votre entreprise peut ressembler à quoi? Les salaires, les horaires, peut-être même vous poser la question d'une fameuse flexibilité d'horaire ou d'une option de télétravail. Donc, généralement, il faut être prêt à répondre à des questions, mais laisser la place aussi aux chercheurs d'emploi pour pouvoir les poser. Je crois que c'est une très bonne stratégie pour aussi valider les impressions, valider les représentations et aussi les attentes de chacun des deux parties. Donc, vous allez prendre une longueur d'avance, évidemment, là, pour soit convaincre le candidat et aussi l'attirer dans votre entreprise et selon vos offres d'emploi. 8e conseil, préparez-vous techniquement parlant. Pour certains, ce sera peut-être votre première expérience en salon virtuel d'emploi. D'autres ont peut-être expérimenté le tout. Mais ce conseil-ci, c'est simplement pour vous rappeler d'avoir un poste fonctionnel. Évidemment, oui, on est derrière son écran. Il y aura possibilité de clavarder. Il y aura possibilité de faire de la visioconférence. Évidemment, d'avoir une caméra, un téléphone et avoir tout cet équipement fonctionnel pour pouvoir utiliser la plateforme avec toutes les options. Évidemment, si vous n'avez pas le poste fonctionnel ou il y a un bug monumental, ce qui peut arriver dans ce genre de situation, n'hésitez pas à fixer des rencontres, des entrevues rapidement. Donc, on peut donner des rendez-vous en visioconférence ou des rendez-vous téléphoniques. Il n'y a rien de mieux qu'une voix ou un visage pour déjà avoir un échange un peu plus riche, un échange qui va être un peu plus humain. Évidemment, c'est ce qu'on recherche avec la foire. Donc, pour concrétiser le tout, là, évidemment, n'hésitez pas à donner des rendez-vous pour des mini-entrevues. Prévoir aussi un horaire pour le relais des collègues qui seront en charge du kiosque avec vous. Évidemment, si vous avez des collègues qui vont venir vous aider, évidemment, un horaire avec des pauses, essayez le plus possible d'avoir une présence maximale pendant la foire. Donc, avoir la chance de pouvoir se relayer. Effectivement, aussi se renseigner sur la plateforme, vous aurez la chance d'avoir plusieurs options, pouvoir ajouter du contenu à l'espace qui va vous être attribué en termes de kiosque. Donc, techniquement parlant, préparez votre logo, vos couleurs d'entreprise, peut-être même faire une petite bannière pour l'occasion. Donc, évidemment, c'est quelque chose à prévoir au niveau technique et je vous dirais que tout ça peut se faire dans votre plan de préalable et s'ajuster au fur et à mesure en cours de route, mais évidemment, prévoir tous ces aspects techniques. 9e conseil, ne laissez pas votre kiosque sans supervision. Donc, dans le même optique de se préparer techniquement parlant, en fait, de pouvoir évidemment aviser lorsque vous êtes absent et lorsque vous êtes présent lors de la foire. Évidemment, la foire, c'est 6 jours. Je suis convaincue qu'une seule personne ne sera pas en charge de ces 6 jours et d'y être 24/7. Donc, évidemment, du 28 avril au 5 mai, il y a plusieurs plages horaires auxquelles vous pourrez être présent. Et donc, si vous devez vous absenter, écrivez l'heure de votre retour et peut-être même la date aussi. Donc, il n'y a rien de pire que d'arriver à un kiosque fermé pour avoir l'expérience avec les chercheurs d'emploi. Leurs témoignages m'ont souvent dit que dommage, j'ai voulu rencontrer ces employeurs, puis ils étaient absents. Donc, souvent, on a des attentes, on veut rencontrer des employeurs spécifiques, étant donné qu'on a accès à la liste des employeurs et des offres d'emploi à l'avance et on s'est préparé en ce sens. Donc, rien de pire que de se frapper à un kiosque fermé lorsqu'on est prêt, puis on est disposé à le faire. Donc, tout simplement, un petit aspect de
kiosques et horaires à prévoir et aussi à divulguer clairement lors de l'événement pour pouvoir pas passer à côté de candidats intéressés et intéressants. Donc, dernier et 10e conseil, planifier la suite et le suivi. Donc, important de prévoir des ressources pour faire ce fameux suivi. Vous allez avoir passé plusieurs jours, plusieurs moments à la foire de l'emploi virtuelle et pouvoir faire le tri, faire un peu d'organisation dans tout ça. Évidemment, pouvoir attribuer cette tâche-là à quelqu'un ou à une équipe pour reprendre le dossier rapidement. On doit tenir informés les candidats qui vous intéressent, faire le suivi avec eux, évidemment pour ne pas perdre leur intérêt et aussi leur disponibilité. Donc, le maintien de la relation avec les candidats potentiels aussi peut se faire dans le sens où vous avez peut-être rencontré des candidats qui, dans l'immédiat, ne feront peut-être pas partie de votre équipe, mais dans un futur proche, évidemment, pouvoir entretenir ça. Si vous êtes quelqu'un qui a rencontré peu de candidats, puis vous voulez personnaliser aussi votre approche et faire un suivi à ces gens-là, pourquoi pas? Évidemment, il va falloir reprendre les coordonnées de chacune des personnes. Je crois que ça peut faire partie aussi de l'expérience candidat, donc définitivement rester dans la mémoire d'un employeur ou pas d'un employeur, mais plutôt d'un chercheur d'emploi. Donc, de pouvoir rester de façon positive et évidemment faire la suite de tout ça. Je crois que la suite et le suivi sont aussi importants que la présence à la foire d'emploi, évidemment pour faire suite et simplement une suite logique de votre passage à l'événement. Et voilà, on est déjà rendu à la fin des 10 conseils pour optimiser votre recrutement dans un salon virtuel d'emploi. Donc, j'espère que ces conseils vous ont inspiré des idées ou vous ont amené à réfléchir à des changements, à ce que vous faites déjà. Donc, ce que je peux réitérer, en fait, c'est profiter de la nouvelle formule en ligne pour vous aussi faire différent. Que ce soit pour votre marque employeur, votre expérience candidat, votre aspect technique ou encore votre plan d'action. Je vous lance le défi d'identifier au moins un changement réalisable à ajouter à votre stratégie cette année. L'avez-vous trouvé? Je vous laisse répondre à cette question et évidemment, en ce sens, prendre action. Bonne foire de l'emploi!